The 2-2. Line drive down the right field line, deep in the corner. That's a fair ball, up against the wall in one hop. It's going to be a double for Rizzo. Bryant's going to score. The throw goes to second. Bryant scores. Double for Rizzo. Cubs lead 1-0. The throw by Chisenhall went to second base. Bryant got the green light from Gary Jones. Great base running, great base coaching. Cubs lead 1-0. Bryant hits a high fly ball deep left field. It's got a chance. Gone. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier numéro du podcast MLB The Strikeout. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir partager avec vous notre passion du baseball dans ce nouveau format. Je suis Martin, l'un des cofondateurs du site The Strikeout et vous devez me voir souvent sur notre Twitter à défendre corps et âme les Astros. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis entouré de JC, cofondateur du site, et de Romain, journaliste de Strikeout. Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Très bien, merci. Très bien, merci bien. Et pour ce premier numéro, nous avons un programme très chargé. On débutera par notre premier débat du jour où on parlera des Colorado Rockies qui sont en train de transformer un début de saison de conte de fées en réalité. On parlera également des Twins qui sont en tête de l'AL Central et qui devancent dans cette division les finalistes de l'an dernier, les Indians. On enchaînera par la catégorie l'une de mes favorites, le Golden Sombrero, mais on garde la surprise sur ce sujet pour le moment. On passera après au deuxième débat du jour et on évoquera les Yankees. Après un début de saison très difficile, les Bombers seraient sur 5 victoires d'affilée dont un sweep face aux Orioles. Et un homme symbolise, c'est le jeune Aaron Judge que certains voient déjà comme un MVP en puissance. On en parlera dans cette émission. Enfin, on terminera par évoquer la draft qui débute ce soir. Romain nous en parlera plus en détail. Allez, c'est parti, play ball. Here's the 0-1. This is going to be a tough play. Bryant, the Cubs win the World Series. Bryant makes the play. It's over. And the Cubs have finally won it all. 8-7-10. Alors, les Rockies, justement, on en parlait dans le programme. On recommence tout de suite. C'est l'équipe de la NL West qui a été une véritable surprise du début de saison. Mais on était nombreux, y compris chez The Strikeout, à penser que les Rocks allaient rentrer dans le rang. Or, force est de constater qu'à la mi-juin, les coéquipiers de Nolan Arenado sont toujours là et bien là. Ils viennent de remporter une série de 4 matchs face aux Cubs avec 3 victoires et ne se sont inclinés qu'à 2 reprises lors de ce mois de juin. Alors, messieurs, comment peut-on expliquer la réussite de ces Rockies ? Romain, peut-être ? Oui, alors pour moi, c'est avant tout une histoire de lanceur, parce qu'on sait depuis quelques années que cette équipe portée par un MVP potentiel comme Arenado, des nouvelles recrues comme Desmond, est capable de faire mal offensivement. Leur excellent départ s'explique par la qualité presque illogique de leur lanceur. Dans leur rotation de départ au début de l'année, on avait 3 rookies, Santazella, Freeland et Marquez. Ils ont respectivement 22, 24 et 22 ans. Ils sortent un peu de nulle part. Leur ERA est tous inférieur à 4. Et leur seule garantie au niveau du pitching, leurs seules 2 garanties, c'est Chatwood, mais qui est un peu sur la fin depuis un mois. Enfin, à un moment, il a jamais été très bon, mais là, il est vraiment pas bon. Et Tyler Anderson, qui s'est blessé, et qui a pas fait un bon début de saison. Pour remplacer Tyler Anderson, ils ont confié la balle à Hoffman, un autre rookie. En 4 starts, il a un ERA à 2,33. Sans parler de la résurrection de Holland et Maggie dans le bullpen, c'est une équipe qui bénéficie de la faiblesse aussi de San Francisco, qui normalement est là pour assurer le rôle de patron, mais qui s'est complètement écroulé et qui a eu une année absolument cauchemardesque. Si on allie cette qualité au pitching qui peut durer, cet année-là par exemple, je pense que c'est un vrai bon lanceur. Pour l'instant, c'est clair que c'est un peu magique. Tout ce qui touche, ça réussit. Même Maggie qui revient de nulle part, Hollande, n'en parlons pas. Donc voilà. Mais c'est sûr que quand on en a un run support comme ça, on pitch plus facilement. Et donc le run support, tu voulais en parler, Martin, avec des joueurs comme Mark Reynolds. Exactement, Mark Reynolds. Moi, je pense que c'est l'un des facteurs de cette bonne réussite. Lui, qui évolue en première base. Il est arrivé l'an passé, il me semble, à Colorado, et il avait déjà rendu de fiers services à cette équipe avec une ligne de stats plus qu'honorable, une moyenne au bâton de 258, 14 home runs et 53 RBI. Mais cette saison, il est à un tout autre niveau, alors qu'il était promis au banc. La blessure, t'en parlais, de Ian Desmond, la recrue phare de cet hiver, a joué en sa faveur, puisqu'il s'est retrouvé bien évidemment titulaire.
Et il l'a bien rendu à son entraîneur. Si je lis un peu ses stacks, c'est 309 au bâton, 17 home runs et 53 RBI. Donc vous l'aurez compris, il a déjà égalé ou dépassé ses stats de la saison dernière en à peine un tiers de saison. Donc toi tu parlais des lanceurs, et moi je pense que c'est Reynolds l'une des raisons du succès des Rockies. On pourrait bien évidemment aussi parler de Blackmon dans le champ extérieur, qui est aussi très efficace offensivement. Ouais, je crois que Blackmon c'est 15 home runs déjà et plus de 50 RBI pour lui, donc c'est vrai que ça peut aider. Ouais. Mais je crois que toi, JC, t'es pas d'accord avec nous et tu penses que les Rockies ils vont s'écrouler, c'est ça? Ouais, plus ou moins. Enfin, disons que si vous voulez, cette équipe des Rockies, elle me rappelle comme deux gouttes d'eau les Athletics version 2014. On sait que ça te tient à cœur. Ouais, voilà, complètement. Vous le savez, je suis fan des Athletics et c'est vrai que quand t'as envoyé le petit plan de ce podcast, je regardais un petit peu les stats qu'on avait nous les As en 2014, et en fait c'est assez incroyable parce que même moment, c'est-à-dire mi-juin, on est aussi à 40 victoires pour grosso modo 25 défaites, et donc du coup on se retrouve avec un match d'écart avec les Rockies version 2017. Et à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez messieurs, mais on dominait déjà outrageusement la division Ouest en American League, on était premier en American League, et au final ouais, tu préfères pas s'en souvenir, je comprends bien. Et au final, on terminait à 10 victoires, il me semble, des Angels. Et on a arraché la wildcard de la dernière journée pour aller se faire taper dès le premier tour face aux Royals. Et ce que je retrouve chez ces Rockies, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire pour moi, vous l'avez dit, il y a deux joueurs même trois si on rajoute Arenado, qui portent leur équipe. Donc c'est un trio au bâton qui va porter leur équipe. Mais pour moi, ils surnagent, c'est-à-dire qu'ils sont pas sur leur niveau, ils sont au-dessus. Et derrière, c'est un peu faiblard. On va retrouver personne, par exemple, qui dans l'équipe aura frappé plus de 10 home runs ou qui sera à 30 RBI. On va avoir le maillot, mais voilà, qui a pointé le bout de son nez, puis c'est tout. Et moi, je vais peut-être être un petit peu moins optimiste que Romain sur le pitching staff, parce que c'est vrai que le jeune, Senzatella, là, qui est vénézuélien de 22 ans, comme disait Romain, c'est un rookie. Alors il était rookie au mois de mai, c'est vrai, mais derrière ça reste faiblard parce que Chatwood, non, Chatwood, c'est pas bon. On le connaît, il est fort, il est très très fort à l'extérieur, mais de toute façon on le sait, à domicile, les lanceurs de Rockies doivent détester jouer dans leur stade. On le rappelle, les stades dans les hauteurs, du coup les balles volent plus facilement, etc. Et pour moi, c'est un petit peu faiblard dans le sens où tu vas avoir besoin d'un as à un moment donné si tu veux aller loin. Il va falloir que tu aies quand même quelqu'un qui ait l'expérience de te porter en post-saison. Ça, ils vont pas l'avoir. Après, c'est un groupe qui a aussi aucune expérience en post-saison. Je crois que c'est quelque chose comme 3 fois en play-off les Rockies depuis leur création. Alors c'est une franchise jeune, hein. C'est début des 90, mais ça doit faire quoi, 7-8 ans qu'ils n'ont pas eu un bilan positif. Et la dernière fois qu'ils devaient être en play-off, c'était en 2009. Et pour moi, ça va se ressentir dans les play-offs. Il y a autre chose qui m'a frappé cette année chez les Rockies. Alors oui, c'est vrai, ça score partout, mais je trouve bizarrement que cette équipe n'est pas assez agressive sur base. Je vais m'expliquer. C'est une équipe qui a une grosse puissance, on l'a dit avec le trio Reynolds, Blackmon, Arenado. Après, ça ne vole pas de base. C'est-à-dire que cette année, les Rockies, c'est 19 bases volées. T'as que les Cubs en National League qui font moins avec 16 bases. Et là, en playoff, ça va se sentir. Parce qu'en playoff, il faut que tu sois agressif, il faut que tu ailles mettre dans la tête. Ouais, il faut que tu ailles mettre aussi le doute dans la tête de ton pitcher adverse qui sur sa butte se dit putain, je suis pas tranquille avec ce coureur en première, et quand on regarde un petit peu les dernières années, on s'aperçoit qu'en playoff ça volait, c'était agressif. Les Cubs en dernier ça vole 11 fois. En 2015 les Royals et les Mets ça vole respectivement 14 et 10 fois. Donc c'est des équipes qui c'était les équipes qui volaient le plus allaient loin. Donc l'exception c'est les Giants en 2014, mais les Giants c'était autre chose, c'était construit pour faire une dynastie, c'était une équipe qui avait une expérience, qui avait déjà gagné ensemble. Et j'ai peur pour les Rockies, j'espère me tromper, mais que ça va pêcher ça en playoff, le fait de ne pas assez être agressif et de temps en temps aller. Après, s'il va en playoff, c'est déjà une saison réussie, je pense. Hein. Parce que je les vois pas spécialement aller très loin, mais s'il va en playoff alors que Los Angeles aura la première place, c'est-à-dire que s'ils décrochent la wildcard et qu'ils passent, on va dire, ils gagnent la wildcard, rien que s'ils arrivent en série, franchement, ça sera réussi parce que peu de gens donnaient Charles Barreau pour. Oui, je pense qu'avec, on en parlait justement de cette rotation jeune, pouvoir goûter un peu aux playoffs, ça va leur faire gagner énormément d'expérience. Après, c'est sûr que moi aussi, je pense pas qu'ils vont aller très très loin
à moins d'un miracle de leur rookie, on sait jamais, hein, il y a prescription, on s'en rappelle, avec les Cardinals. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec JC, c'est qu'il risque d'être un peu court. Mais d'un autre côté, Romain n'a pas tort, c'est qu'une expérience en playoff, c'est incomparable. Alors je suis d'accord, mais pour moi, j'attendrai par exemple le All-Star Break. Pourquoi ? Parce que quand on regarde un petit peu leur calendrier, on s'aperçoit qu'ils ont joué LA sur 4 séries, ils les ont tapés qu'une fois. C'était leur première semaine. Alors certes, LA n'a pas gagné non plus, ensuite ils sont partagés les matchs sur les 2 autres séries. Mais là, sur le calendrier qui arrive, ils vont jouer entre fin juin et début juillet. Si je dis pas de bêtises, ils vont jouer les D-backs avant de rejouer les LA et de terminer avec les D-backs. Ça veut dire qu'ils vont enchaîner 3 séries face à des concurrents directs. Parce que là, on dit ça, mais enfin derrière au classement, t'as quand même juste les D-backs qui sont à 2 victoires, ouais, et les Dodgers à 2 victoires. Du coup, malgré leur énorme saison, ils ont que 2 victoires d'avance entre guillemets. Et si, ils ont aucune marge. Et s'ils arrivent à sortir de ces 3 séries en allant chercher peut-être 2 séries, tu vois, là je dirais ok. Ils peuvent aller chercher les playoffs cette année, mais j'ai quand même du mal à y croire et je les vois bien un petit peu s'effondrer sur cette fin en juin, sachant qu'après il y a le All-Star Break, après on le sait, il y a une nouvelle saison qui commence avec les trade deadline, etc., les rumeurs, et s'ils arrivent au All-Star Break en ayant perdu pas mal de points en route face à des concurrents directs, ça peut faire mal derrière. Et donc les semaines à venir seront décisives pour nos amis les Rockies. Donc voilà pour ce débat, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux et à discuter avec nous de ce sujet. Et pour nous, on va enchaîner avec le Golden Sombrero. Préféré le Golden Sombrero. Alors c'est quoi ? C'est tout simplement lorsqu'un joueur subit 4 strikeouts durant le même match. Ici, nous parlerons donc des joueurs qui nous ont déçus et qui ont déçu. On va faire un petit tour de table. JC, pour toi, à qui revient le premier Golden Sombrero de la saison ? Sans hésitation, Chris Carter, première base des Yankees de New York. Alors pourquoi Chris Carter ? Parce que l'an dernier, Carter, au Brewers, il a vraiment étonné son monde. Il terminait, il me semble, à plus de 40 home runs, je crois 41 home runs et 94 RBI. En home run, c'était le number 1 en National League quand même, donc c'était quand même, ça montrait un petit peu le personnage. Il est arrivé aux Yankees et puis à mi-saison quasiment, il en est à 6 home runs, il a fait rentrer 20 personnes dans la boîte ensuite pour marquer des points. Je trouve ça très très peu. Alors on le sait, hein, c'est un joueur un peu tout ou rien, c'est-à-dire que c'est pas un joueur qui va être capable de frapper du hit, ça va être tout de suite soit du home run, soit je rentre me rasseoir sur le banc après un bon petit strikeout. Mais c'est dommageable, je trouve, cette façon qu'il a de ne pas vouloir changer son jeu, de ne pas vouloir évoluer pour arriver à avoir un peu plus de contact avec la balle, même s'il perdra en puissance. Je pense que pour son équipe, ça serait important. Alors après, vous allez me dire, c'est pas bien grave, parce que c'est vrai qu'en fait, ces médiocres performances, elles passent un peu inaperçues, mais parce que pour moi, il est sauvé par les Castro, les Judge, les Sanchez derrière, qui vont avoir des stats assez incroyables. Ouais, on en parlera plus tard, ouais, mais voilà, son équipe derrière, il y a de la puissance et ça frappe assez régulièrement, mais lui, là, ce n'est juste plus possible, quoi, cette façon qu'il a d'être en tout ou rien, et c'est malheureusement plutôt rien que tout, parce que cette année il est quand même je crois qu'il frappe pour 214, enfin bon, c'est ridicule, quoi. Après c'est la difficulté aussi, c'est de passer, il était chez les Astros, après il est passé à Milwaukee, et là il arrive chez les Yankees, c'est peut-être une marche un poil trop haute pour lui, avec la pression de jouer sous ce maillot peut-être aussi, ça doit pas être... Ouais, jouer au Yankee Stadium, c'est sûr que c'est pas la même que quand tu joues à Milwaukee, ça je suis d'accord. Maintenant, pour Milwaukee, oui, aucun souci avec les Brewers. Maintenant, tu peux pas passer d'une saison à 41 home runs premier National League à 6 home runs quasiment à mi-saison. Enfin, il y a un souci quelque part. Et Romain, pour toi, c'est à qui revient ce magnifique honneur ? Alors ça revient à Danny Salazar. J'ai un peu hésité, c'est le lanceur partant de Cleveland, qui est régulièrement un lanceur extrêmement solide, qui n'a jamais existé en début de saison. En 10 matchs, il a un ERA à 5,40, alors qu'en moyenne, juste avant, c'était 3,5, 3,6. Il a déjà encaissé 11 home runs contre 16 sur l'ensemble de l'année dernière. Et le plus inquiétant probablement, c'est qu'en moyenne, il lance 5 manches par match. Donc du coup, Francona l'a mis dans le bullpen pour 2 matchs. Et puis il s'est blessé. Je pense que c'est un joueur qui ne s'est absolument pas remis de sa blessure de l'an passé au moment des playoffs. C'est un joueur qui est ultra sensible
aux blessures. Et donc, je sais pas ce qui se passe. En plus, pendant sa rééducation, il s'est repassé, ses matchs de remise en forme, le rehab, il a eu encore une nouvelle douleur. Je sais pas s'ils vont le remettre dans la rotation, je sais pas s'ils vont le préserver. Il a un whip qui est passé de 1,340 à 1,600, ce qui est impressionnant. Oui, on le rappelle, c'est le nombre de coups sûrs concédés par manche. Coup sûr et walk. Based on balls, quoi. Et donc voilà, c'est extrêmement décevant. On entendait beaucoup, surtout que c'est pas un régulier. Et ça explique le pourquoi de la saison, de la saison très moyenne pour l'instant des Indians. Salazar, c'était le numéro 2 de la rotation de ces Indias, derrière Kluber et juste avant Carrasco. Numéro 2, ouais. Et perdre un lanceur comme ça, je pense que ça peut leur faire beaucoup de mal quand même. Ouais. Surtout qu'il a vraiment pas montré grand chose. Il a plus de strikeouts curieusement que l'an passé. Alors je sais pas ce que ça veut dire exactement. Je sais pas s'il a plus de strikeouts que l'an passé, mais en revanche, il est ultra sensible au hit, au walk, au home run, etc. Donc, c'est peut-être sa blessure qui a dû laisser des traces. On le sait, au baseball, la moindre petite blessure peut tout changer pour un lanceur. La moindre petite gêne et on se transforme d'un lanceur dominant à un lanceur dominé, quoi. Ouais, je pense. Donc, et toi alors, du coup, Martin? Moi ce sera Maikel Franco. C'est le jeune 3ème base des Phillies. D'ailleurs, il est annoncé depuis 2 saisons comme le futur grand cogneur de Philadelphie. Ça fait un moment qu'on l'attend, lui, c'est vrai. Le digne successeur de Ryan Howard, etc., avec des grandes années. Après, l'année dernière, il a déjà été très limité, malgré qu'il ait frappé 25 home runs et 88 RBIs, il me semble. Franco, il est encore plus à la peine cette saison, ça fait de la peine à voir. Il dépasse tout juste les 20% au bâton, mais cette fois, il n'a plus les home runs pour sauver sa ligne de stats, puisqu'il n'a frappé que 7 cette saison. Et enfin, j'ai la preuve ultime de ce slump pour notre ami Franco. Il a déjà frappé dans 11 doubles jeux cette saison, 11 doubles jeux, alors qu'il en avait fait 13 sur toute la saison dernière. Donc je pense qu'on peut dire que les difficultés de Franco, ou même Odubel Herrera en champ extérieur, peuvent être les facteurs d'un énorme coup de bout des Phillies qui sont devenus la pire équipe de toute la Major League, et ce qui est une sacrée performance quand on voit le niveau de nos amis des Padres ou des Giants. Ouais, c'est sûr, ouais. Après, on peut aussi, pour les auditeurs, expliquer le Golden Sombrero en quelques mots, qui est une expression pour un joueur ayant pris 4K dans un match, 4 strikeouts dans un match, et tout ça pour dire que là, on cite des joueurs, mais qui peuvent se ressaisir parce que... Et on l'espère pour eux. On l'espère pour eux, mais pour la petite anecdote, je suis allé un petit peu regarder sur Internet justement les joueurs ayant eu le plus de Golden Sombrero, et on se retrouve avec, tout à l'heure tu parlais de Ryan Howard avec 27 matchs, oui c'est le record, et ou avec des légendes comme Reggie Jackson ou encore Mac Reynolds qui est en activité. Donc bon, rien n'est perdu pour ces 3 joueurs-là, ils peuvent toujours se ressaisir dans le futur, quoi. On leur souhaite pour leurs équipes respectives. J'aurais aimé enchaîner sur ce principe de Golden Sombrero pour parler en coup de vent, parce que j'ai longtemps hésité entre Buxton et Salazar. Donc Byron Buxton est une énigme absolue, une sorte d'ovni négatif. Un top prospect. Oui, je m'en souviens, l'an dernier, je l'avais pris dans ma fantaisie en me disant, alors là, je fais le coup du siècle, et puis c'était le beat du siècle, quoi. C'était le rookie de l'année, théoriquement, l'an passé. Ça a été un désastre absolu. Il vient juste de monter au-dessus de 200. Autrement dit, s'il n'est pas aux Twins, il joue plus depuis très longtemps. Là, il se trouve qu'ils n'ont pas beaucoup de possibilités, donc ils le mettent. Il fait toujours des belles actions défensives sans pas lui enlever, mais à la batte, c'est beaucoup de strikeouts, c'est beaucoup de n'importe quoi. Tu parles des Twins, peut-être un petit mot sur cette équipe, avec notamment Sano qui impressionne quand même. Il faut rappeler qu'il a que 24 ans, c'est sa 3e saison, et je trouve qu'il s'améliore de saison en saison. Et aujourd'hui, je crois qu'il doit être à 15 home runs ouais, c'est ça, 46 RBI. Donc voilà, Sano cette année, vraiment grosse impression. Et puis bon, après t'as la valeur sûre d'Osier qui est toujours là, mais c'est vrai que cette équipe fait plaisir à voir quand même. Ouais, c'est toujours intéressant. Et Sano, c'est vrai qu'on en parle. Enfin, il est pas souvent dans les highlights parce que il a pas de profil moderne, quoi. C'est pas du Harper. C'est pas un grand défenseur. C'est pas un grand défenseur, c'est pas spécialement un beau garçon. C'est pas un mec qui court vite.
disons, c'est un joueur un peu à l'ancienne. Donc finalement, il ne fait pas vendre. Mais en revanche, c'est une vraie masse, un peu du David Ortiz, moi, c'est ça. Ouais, il rappelle un peu du Ortiz. C'est un Dominicain, hein. C'est un Dominicain, ouais. Ah, des origines haïtiennes, il me semble d'ailleurs. Et il a vraiment il a de la puissance de partout. Voilà, il fait encore quelques erreurs, mais son average est 2,96, 2,90, quelque chose comme ça. Est très correct. Il vient de faire une très mauvaise série contre San Francisco, pourtant c'est curieux. Mais c'est vraiment un joueur plaisant à voir. Et cette équipe des Twins en général, à qui on prédisait le pire, est en Elle s'en sort bien, hein. En train de faire quelque chose de sympa et ils sont portés au pitch par Santana. Ah, Santana, c'est extraordinaire, hein, quand même. Santana, c'est vraiment c'est aussi l'une des belles histoires de ce début de saison. Ouais. Et surtout, Berrios qui vient de rentrer. José Berrios qui a fait une très mauvaise apparition en MLB l'an passé. On rappelle les stats, juste Santana, il est à 8-3 et Berrios, il est à 5-1. En termes de victoire-défaite. Ouais. Et Berrios, il est en train de montrer que c'est un très grand lanceur, et je pense sincèrement à le voir et à le style de Chuck Tillman, que ça pourrait être éventuellement un joueur dans la trempe du regretté Fernandez, où voilà, c'est un strikeout pitcher formidable, plein d'énergie. J'aime beaucoup ce joueur. Il a encore beaucoup trop de problèmes au niveau des commandes. Un mec comme ça, ils peuvent construire, je pense, une équipe légitimement autour d'un mec comme ça. Après, sur Santana, juste pour moi, il y a une stat qui me frappe et qui montre un peu la performance du garçon cette année, c'est qu'il poste un ERA à 2,20, soit exactement le même ERA qu'aujourd'hui qu'un monstre comme Clayton Kershaw. Et ça prouve vraiment la valeur de la saison qu'il est en train d'accomplir. Surtout qu'il n'a pas le même effectif derrière lui que Clayton Kershaw. Non, derrière, il est pas exactement. Mais en tout cas, c'est vrai que on en parlait, les Minnesota Twins sont devant nos amis Indians. Et c'est vraiment aussi l'une des belles histoires comme les Colorado dont on parlait juste avant en MLB. Tout à fait. C'est l'occasion de parler un peu de baseball européen puisqu'ils ont Kepler qui je trouve tarde un peu à franchir un palier. C'est un joueur né en Allemagne, etc., qui a fait son trou, qui est monté jusqu'aux États-Unis, qui aujourd'hui tarde un peu à passer un palier, et je suis convaincu que c'est un très bon joueur. Donc cette équipe regorge de talents intéressants et voilà, c'est un petit coup de cœur. Après moi j'entends ce que vous me dites sur les joueurs, mais ayant regardé attentivement la série des Twins contre mes amis Astros, j'ai un petit souci sur leur bullpen des Twins. Ça pourrait leur jouer des tours. Certes, il a été surutilisé par des matchs à rallonge, mais je trouve qu'il manque quand même même si Glenn Perkins peut faire le travail, etc., je le trouve un peu seul dans ce bullpen. Et on le sait, le bullpen est quand même indispensable dans la quête post-saison, quoi. Ils ont trop de talent dans le bullpen pour espérer. Mais bon, encore une fois, s'ils finissent sur un record positif ou proche du positif, ce sera une bonne. Oui, ce sera une saison réussie. Ce sera une saison réussie. Un miracle. Oui. Donc on termine avec les Twins et puis on va rester en American League et puis on va parler des Yankees. That ball hit deep. Way back. Wells at the ball, looks up, you can put it on the board. Yes. Et on passe au troisième débat de ce podcast, et c'est un sujet qui nous tient à cœur du côté de The Strikeout. Vous le voyez sur notre compte Twitter, on poste de nombreuses vidéos de ces exploits de cette personne. Aaron Judge, le champ extérieur des Yankees, est-il un MVP en puissance? L'opération rajeunissement des Yankees a surpris tout son monde l'an dernier, et on se posait des questions sur le futur proche du club de New York. Mais force est de constater que les Bombers semblent avoir trouvé le bon compromis entre expérience et jeunesse. L'équipe reste même sur 5 victoires consécutives avec une série remportée et ô combien importante face aux Red Sox, et un sweep sur les Orioles, 2 adversaires directs de cette AL East ultra serrée. On en parlait d'ailleurs dans un article de Marion sur notre site. Et le grand bonhomme de ces matchs même, c'est Aaron Judge. Déjà étincelant depuis le début de saison, le numéro 99 est absolument en feu dernièrement, avec en prime 2 home runs dans le match de la nuit dernière, dont un qui a parcouru 150 mètres, soit le deuxième plus long recensé par l'Institut Statcast. Son total de coups de circuit s'élève à 21, le meilleur bilan de la MLB. Alors messieurs, Aaron Judge est-il un MVP en puissance? Romain, tu veux peut-être commencer sur notre ami Judge? Pour l'instant, c'est très compliqué de dire d'aller contre l'idée. Il ne sera pas MVP, puisque si la saison s'arrête maintenant,
il est leader dans les 3 catégories du Triple Crown. Moyenne au bâton, 344, home run 21 et RBI 47. Mais c'est des chiffres absolument impressionnants, d'autant qu'en plus il se montre parfois efficace défensivement. C'est un joueur qui fait du bien Yankees, ils font ça depuis très longtemps, un franchise player comme ça, en plus clean quoi, irréprochable, enfin pour l'instant, hein, mais vraiment qui présente bien, qui est plutôt discret et qui sur le terrain fait parler de sa puissance. Donc je pense qu'il a pour l'instant une sorte de voie royale tracée pour arriver au titre de MVP. Voilà. Après, il faudrait mettre des bémols. Trout est blessé. Ouais, absent à moi, ouais. Ouais. Donc il y a des bémols à mettre, mais pour l'instant, c'est clair que pour moi en tout cas, même si certains ne sont pas d'accord, je pense que pour l'instant c'est vraiment, enfin c'est un joueur que je trouve absolument exceptionnel, qui s'est terriblement amélioré à l'intersaison, qui a fait des changements drastiques dans sa manière de swinguer, dans sa manière d'approcher au bâton, parce que quand il fait sa apparition en 2016, je crois que sur 30 matchs, il fait 4 home runs l'an dernier. 4 home runs et une moyenne au bâton 17, un truc absolument scandaleux. Et je crois même que l'an dernier, parce qu'il y avait un papier qu'on a sorti sur The Strikeout, justement sur un portrait de ce phénomène, et qui expliquait que l'an dernier il était à 44% de strikeout, et c'est vrai que là ça va dans ton sens, il a changé sa façon d'appréhender le passage au bâton, justement. Et puis moi, ce que je trouve intéressant avec Aaron Judge aussi, c'est que c'est un personnage également. Je sais pas si vous avez vu dans le Yankee Stadium, désormais il y a un corner, comme on appelle, qui porte son nom, c'est le tribunal. Donc je pense que ça peut aussi aider d'avoir un joueur charismatique pour le titre de MVP. On sait que ça peut avoir son importance. Ouais. Oui, et puis à côté de ça, je pense qu'on est en train d'assister vraiment à un phénomène. C'est-à-dire qu'on a en face de nous un garçon, un gros bébé quand même, qui fait quand même 2 mètres, 125 kilos, donc voilà, c'est assez imposant. Ouais, une belle bête, ouais. Mais qui malgré ça a une vélocité, a une rapidité d'exécution dans le geste quand il est dans la batter's box, qui est assez incroyable pour son poids et pour sa taille. Et on voit justement qu'il s'est amélioré par rapport à l'an dernier où il n'avait rien de transcendant. D'ailleurs, cette année, quand on a fait les pronostics sur The Strikeout au début d'année sur qui sera rookie de l'année, il y en a pas un seul parmi nous qui a sorti ce nom. Donc justement, après sa saison dernière, on avait un peu du mal à savoir que ça serait un tel. Exactement. Phénomène. Et aujourd'hui, comme le dit Romain, il est en leader sur les 3 catégories en American League, qui sont les catégories les plus importantes, parce qu'il faut rappeler que pour le titre de MVP, c'est un journaliste par franchise qui va voter pour un joueur, et généralement différemment de ce qui peut se faire dans les autres ligues de sport US, que ce soit en NFL, en NHL ou en NBA. Le MVP peut être un joueur qui n'est pas forcément en post-saison ou qui appartient. Mike Trout, évidemment. Exactement, Mike Trout, qui appartient à une équipe qui ne brille pas, parce que les journalistes vont vraiment se baser sur des statistiques individuelles, dont ces 3 catégories reines. Aujourd'hui, il est en tête de ces 3 catégories reines. Il est dans une équipe qui gagne. Et dans une équipe qui gagne. Et pour moi, ce qui me fait dire qu'il sera MVP, c'est le fait que dans chaque catégorie, il est en tête, mais face à des concurrents qui, eux, ne sont pas représentés dans les 3 catégories. C'est-à-dire, si vous prenez les RBI, on va retrouver des Cruz, mais des Cruz, ils vont pas avoir des moyennes au bâton sensationnelles, ou voilà, il va être le seul à être présent partout. Alors il y a Mike Trout, mais Mike Trout s'étant blessé, pour moi. Mike Trout, c'est que comme il va être absent, Mike Trout, pendant un mois de compétition, c'était lui qui était destiné à l'avoir, avec son début de saison. Mike Trout, c'était l'ultra favori, mais c'est vrai qu'avec cette blessure à la main, il va avoir du mal à conserver. À revenir. Oui, c'est sûr. Et je pense qu'on se rend pas forcément compte de ce qui peut arriver, c'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir une année extraordinaire. Parce que là, on est en face d'un garçon rookie qui peut devenir à la fois rookie de l'année, mais aussi MVP. Et ça, c'est arrivé que 2 fois dans l'histoire de la MLB. C'est arrivé avec Ichiro Suzuki en 2001 aux Mariners, et avec Franklin aux Red Sox en 75. Et c'est vrai que c'est assez incroyable de se dire qu'on peut peut-être vivre une année avec un rookie qui débarque et qui détruit absolument tout sur son passage. Moi, j'ai bien évidemment, vous me connaissez. Le fan des Astros va parler. Moi, j'allais parler. Houston, c'est la meilleure équipe de la ligue en termes de bilan, etc. Il y a eu la super série de 11 victoires consécutives, etc.
Et moi, il y a deux petits bonhommes dont j'aimerais parler et qui vont être les principaux adversaires de Judge, je pense. Donc d'abord, il y a José Altuve, pour qui je milite corps et âme, et depuis de nombreuses années pour qu'il figure dans les équipes All-Star de The Strikeout, qui a été incroyable l'année passée, mais qui est tombé sur un Mike Trout encore plus fort, parce que José Altuve, c'est le joueur le plus petit de la ligue, et il est en train de devenir un frappeur de home run, tout en conservant sa moyenne au bâton à plus de 300, etc. Donc, si Houston va très loin dans cette post-saison, et je le souhaite, Altuve sera l'un des favoris, si ce n'est le favori de ce vote de MVP, puisqu'il a déjà fini 3ème l'an passé. Et j'ai aussi un autre petit coup de cœur cette année, c'est Carlos Correa, qui a été rookie. Toujours aux Astros. Vous direz que la charnière deuxième base shortstop des Astros. Carlos Correa, qui a été rookie of the year, je le disais, et qui est en train d'ajouter une corde à son arc, c'est de frapper avec régularité, et aussi ce qu'on appelle les clutch hits, vu qu'il frappe en 4ème position dans l'alignement, c'est le clean-up, et il est en train de se transformer en machine à RBI pour les Astros, tout en ajoutant la moyenne au bâton. Et donc ces deux joueurs vont être les principaux adversaires d'Aaron Judge, et je pense que cet affrontement pour les MVP va se jouer en finale de conférence. Alors moi, pour aller un petit peu dans ton sens, je dirais pour terminer sur ce débat, que je pense que Judge sera MVP cette année parce qu'il sort une année qui est unique et que l'on n'est pas prêt de revoir. Après, je pense que sur la durée et sur la carrière, c'est évident qu'un Correa est beaucoup plus régulier, notamment au bâton, et je ne suis pas sûr qu'un Judge pourra reproduire sur les années qui arrivent ce qu'il est en train de faire là maintenant. Ça restera un très bon joueur, mais là pour moi c'est exceptionnel, alors qu'effectivement les Astros, ils ont quand même deux joueurs qui peuvent être réguliers sur du très long terme, quoi. Et ça, c'est vraiment appréciable pour cette équipe. En tout cas, ça nous réserve une fin de saison aux petits oignons. Et on a hâte de voir si Aaron Judge va pouvoir conserver ce rythme infernal qu'il est en train d'imposer à la Major League. Ça termine donc ce débat sur Aaron Judge avec 2 pour et 1 contre pour savoir si le numéro 99 des Yankees sera MVP. Et on va terminer avec la dernière catégorie de ce débat et de ce podcast avec la... It's deflected over. Look at the play by Burley! Mercy! Wow! From the Gold Glove winner, look at this! That's as good as I have ever seen right there. Et c'est parti pour la dernière partie de cette émission. Et on évoquera ici le sujet qui fait le buzz aux États-Unis. Et en ce moment, c'est évidemment la draft qui est sur toutes les lèvres. La grande messe de tous les sports américains où les clubs professionnels choisissent des joueurs venus de l'université et même parfois des lycées. Romain, je sais que tu nous prépares un petit article sur cette QV 2017, alors peux-tu nous en dire plus? Je crois qu'on parle notamment d'un jeune lanceur Hunter Green comme potentiel premier choix, lui qui a déjà fait la couverture du célèbre magazine Sport Illustrated. Ah, c'est clair que Hunter Green a seulement 17 ans et est déjà annoncé comme une superstar. Comme l'a dit, il a fait la couverture de Sport Illustrated. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est annoncé comme un potentiel Syndergaard au lancer et un A-Rod à la batte. Il peut jouer donc à la fois shortstop avec de grandes qualités défensives et comme lanceur partant de grande qualité. Il sera développé probablement toutefois comme lanceur puisqu'il semble avoir plus de qualité naturelle dans ce poste-là. Il a une fastball qui peut attendre 102 miles per hour, soit 160 km/h. Une vraie explosivité dans son jeu, avec des bons pitchs secondaires. Mais il a été choisi en deuxième place, derrière un autre lycéen, Royce Lewis, un shortstop à la Bill Hamilton au niveau de la vitesse, très solide à la batte, qui a tapé 388 cette année au niveau lycée. Donc les Twins sont portés sur ce choix sans doute un peu plus sage, puisque Hunter Green, qui ira donc chez les Reds, prendre un lycéen aussi jeune, lanceur, il y a des risques assez évidents de blessures. Mais ce sont 2 excellents premiers choix, un qui est plus sage, un qui est un peu plus fou. L'autre curiosité qui a été sélectionné au 4e tour, c'est Brendan McKay qui joue dans l'excellente fac de Louisville,
Lui aussi est un two-way player, c'est-à-dire batteur et lanceur. Il a des stats monstrueuses dans les deux catégories, surtout que cette année il s'est développé vraiment comme un frappeur potentiel de home run, puisqu'il en a attrapé 17 et 13 doubles aussi. À la butte, c'est 2,34 d'ERA avec 140 Ks. Voilà, c'est un joueur extrêmement complet qui a vraiment été le joueur le plus dominant cette année. Beaucoup le pressentaient d'ailleurs pour être un tout premier choix. Donc ce sont les Rays, Tampa Bay Rays, qui hériteront de ce joueur. On devra forcément suivre parce que il est non seulement très mûr, mais en plus, il ressemble lui aussi à une superstar, un peu moins à Cantor Green parce qu'il est moins jeune, donc forcément un peu moins sexy. Mais c'est lui aussi une superstar potentielle. Au troisième choix, les Padres ont choisi Mackenzie Gore, qui lui aussi est un lanceur de qualité, qui sort lui aussi de lycée. D'ailleurs, les 3 premiers choix ont été 3 lycéens. Donc voilà, on a une cuvée absolument excellente. D'ailleurs, je vous propose de retrouver un article qu'on a écrit dessus, où on passe en revue les 10-15 meilleurs éléments. Donc voilà, affaire à suivre. On sait qu'au baseball, le développement des joueurs est très long. Donc affaire à suivre. Mais en tous les cas, c'est une draft 2007 qui promet et qui pourrait faire date. Et donc, merci Romain pour cette petite éclaircie. Et je crois que JC, il y a une petite catégorie que tu aimerais bien rajouter à ce podcast, c'est les stats du mois. Donc je crois que tu as trouvé au fin fond des internets quelques petites stats sympathiques. Ouais, vous savez que j'aime bien les stats. Alors au fin fond des internets, non, parce que je pense que celle-là tout le monde l'a vu tourner, mais c'est vrai que je voudrais revenir dessus parce que là il y a Milestone comme on dit et on est en train de vivre quelque chose d'assez incroyable en MLB. C'est la domination des pitchers, ça on le sait, mais de 2 monstres qui sont Clayton qui sont Clayton Kershaw et Max Scherzer, qui ont atteint tous les deux les 2000 K en carrière avec je crois une semaine d'écart là début juin. Et c'est vrai que quand on se penche un peu plus sur leurs stats, c'est incroyable parce que Clayton Kershaw, c'est le 2e pitcher à avoir atteint les 2000 K en carrière au nombre de matchs, c'est-à-dire qu'il l'a fait le plus rapidement, il l'a fait en 277 matchs. Devant lui, il y a que Randy Johnson avec 262 matchs qui le dépassent. Et Max Scherzer, c'est le 3e joueur le plus rapide, mais cette fois en termes de manches lancées. C'est-à-dire que lui, il l'a fait en 1784 manches. Devant, on retrouve donc des monstres comme Martinez avec 1711 manches ou Johnson avec 1733. Mais tout ça pour dire qu'on a en ce moment en MLB 2 joueurs qui sont absolument monstrueux, qui sont Scherzer et Kershaw, qui sont en train d'écrire l'histoire de leur sport. Les 2 ont commencé dans le grand show en 2008, si je dis pas de bêtises. Alors c'est vrai que l'un a 28 ans pour Kershaw et déjà 3 Cy Young, contre 32 pour Scherzer, mais je trouve qu'on se rend pas assez compte de ce qu'on est en train de vivre. Ouais, c'est une période dorée incroyable, avec des monstres qui sont sur le monticule et qui envoient du très très lourd pour les batteurs en face, quoi. Voilà, donc je voulais juste leur tirer un petit coup de chapeau à ces 2 monstres. Et t'as bien raison de récompenser ces 2 monstres. Et surtout, on peut penser qu'on a aussi Chris Sale qui doit pas être très très loin en termes de strikeout vu sa saison, qui devrait sûrement être le prochain à atteindre la barre des 2000K en MLB. En tout cas, c'est mon humble. Ouais, Chris Sale, c'est vrai que c'est un sacré joueur qui a toujours envoyé du gros cas, qui a jamais été malheureusement récompensé encore par un Cy Young. Mais ça a joué au White Ouais, Sox, c'est sûr. C'est sûr que ça aide pas cette année. Il va être en féroce concurrence avec ton petit Dallas Keuchel. Mais c'est vrai que sur l'ensemble de sa carrière, il mériterait quand même un jour de recevoir un Cy Young parce que c'est quand même un pitcher ultra dominateur et assez impressionnant à voir. Puis maintenant qu'il est à Boston, chez les Red Sox, il va pouvoir montrer encore plus son talent, notamment en post-saison. Et c'est là où on va vraiment voir s'il a le calibre d'un Cy Young, parce qu'on sait, on le rappelle, les matchs de championnat, il y en a tellement que c'est pas vraiment représentatif, malgré en statistiques sur toute une saison.
Et c'est vraiment dans les matchs qui comptent, c'est là où on va voir si il a les épaules d'un Kershaw ou d'un Scherzer. En attendant, il est en train de poster quand même 8 victoires pour 2 défaites avec un ERA à 2,97, ce qui est tout à fait Bien plus que ouais, voilà, exactement. Et puis, au nombre de strikeouts cette année, il est déjà à 126, donc c'est vrai que il y a encore moyen qui te fasse une saison à plus de 250 K assez facilement, quoi. Donc, c'est impressionnant. C'est vraiment très très fort, quoi. Eh bien, écoutez, c'est là-dessus dont on va se quitter. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Avec plaisir. Et puis, merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle Au revoir. émission. Au revoir. Ciao.